Bonsoir, nouvelle édition de votre journal d'information locale. Nous sommes le jeudi 17 novembre et voici les titres en images. C'est un vieux serpent de mer, l'enfouissement de la Nationale 10 à hauteur de Trappes. Depuis bientôt 30 ans, le début des travaux est annoncé. Hier soir, un nouveau conseil municipal extraordinaire sur la question s'est déroulé. Dimanche, premier tour de la primaire de la droite et du centre. Comment et surtout où voter dans les Yvelines? Nous vous donnerons le mode d'emploi de ce scrutin. La neige n'est pas pour demain, mais le département anticipé se prépare à réagir. Le point sur le dispositif d'ores et déjà en place, ce sera dans cette édition. Les enseignants de lycées en zone prioritaire ont appelé à la grève ce jeudi 17 novembre à travers la France. Ils craignent la disparition du dispositif. Ils réclament le maintien des moyens supplémentaires dont ils bénéficient. En cause, la réforme entamée par le gouvernement, mais qui n'a concerné jusqu'à aujourd'hui que les écoles et les collèges. À Trappes, les professeurs du lycée Henri Matisse, que vous voyez, ont rejoint le collectif Touche pas à ma ZEP. 80% du personnel de l'établissement était en grève aujourd'hui. On écoute l'un des professeurs et c'est au micro de Camille Lambert. On manifeste contre une sortie programmée de notre lycée du dispositif éducation prioritaire. C'est un dispositif qui nous garantit des moyens financiers et matériels plus conséquents que les établissements classiques. Voilà, c'est pour alerter sur le fait qu'il faut pérenniser la situation pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés en termes de réussite et de citoyenneté, parce qu'au-delà, ce qu'on disait, c'est quel avenir on veut pour nos enfants. C'est un projet de près de 20 ans qui pourrait enfin s'accélérer. L'enfouissement partiel de la Nationale 10 à hauteur de Trappes. Hier, un conseil municipal extraordinaire s'est réuni pour voter en faveur de l'engagement financier des différentes parties. Le coût de ce projet est tout de même estimé à 95 millions d'euros. Les détails avec Nicolas Kirillovitz. 1998-2016, 18 ans que le projet d'enfouissement de la Nationale 10 à Trappes est dans les cartons, un enjeu majeur pour la mairie et qui semble enfin avancer. Les élus municipaux ont validé hier, mercredi 16 novembre, le protocole financier entre les différents partis, État, région, département, agglomération et communes. On a fait un conseil municipal exceptionnel de façon à être prêt pour les jours qui viennent ou normalement avec l'État, le conseil régional, le conseil départemental, la communauté d'agglomération et la ville. On doit signer le contrat de financement qu'on vient de voter à l'unanimité, moins une voix, à ce conseil municipal. Selon le pacte financier voté hier, le projet du recouvrement partiel de la N10 devrait coûter 95 millions d'euros, dont 42 à la charge de l'État, 13,5 pour l'agglomération et 2 pour la commune de Trappes, une répartition votée par l'opposition de droite. Là, pour l'instant, il n'y a pas de débat particulier sur ce point-là. Il pourra y en avoir plus tard à propos du projet proprement dit, qui nous pose quelques questions en termes de désengorgement réel de la ville. En moyenne, 80 000 véhicules passent tous les jours sur la Nationale 10 au niveau de Trappes. Il y a donc urgence pour les habitants, même si le projet présenté hier ne fait pas l'unanimité. 80 à 90 000 voitures par jour, enfin voitures et camions. Puis le bruit, la pollution, et on peut pas laisser une ville comme ça. On est d'accord pour solutionner ce trafic, on est tous d'accord qu'il y a un problème, mais la solution qu'on nous propose, elle ne nous satisfait pas. Une enquête publique est organisée jusqu'au 17 décembre en mairie de Trappes. Les travaux devraient débuter, eux, en 2018 pour une mise en service espérée en 2021, soit 23 ans après le lancement du projet. Nous ouvrons à présent une page politique. Dimanche soir, les urnes vont livrer le verdict du premier tour de la primaire de la droite et du centre. La participation va-t-elle dépasser celle de la primaire de la gauche? C'était en 2011 avec plus de 2 500 000 votants. En attendant, nous faisons le point sur l'organisation du scrutin dans le département yvelinois avec Osman van der Dey. Eh bien, tout d'abord, c'est une élection ouverte à tous, mais il y a quand même des conditions. La première, il faut être inscrit sur les listes électorales depuis le 31 décembre 2015. La deuxième, il faut être muni de sa carte d'identité. Et puis, le jour J, on vous demandera de signer une charte qui prouve que vous partagez les valeurs de la droite et du centre. Et puis, il y a aussi une contribution de 2 €.
Concernant la signature de cette charte, justement, l'engagement est anonyme. Et côté organisation, Haussmann, le dispositif est plutôt important dans le département. Eh bien, 264 bureaux de vote seront ouverts lors des 2 tours, les dimanches 20 et 27 novembre, de 8h à 19h. Et puis, près de 1300 militants et élus ont mis la main à la pâte pour cette primaire. Mais je vous laisse écouter les propos d'Alain Schmitz, le président de la commission départementale d'organisation de la primaire. En milieu rural, on regroupe bien entendu les villages dans un seul et même bureau, donc il peut y avoir 4-5 villages regroupés, et il y a des affichettes qui seront installées, apposées sur la porte d'entrée de chacune de ces mairies dans lesquelles il n'y a pas de bureau de vote pour que les électeurs puissent le savoir facilement. 24, c'est le nombre de bureaux de vote dans chacune des circonscriptions des Yvelines, mais il y a des exceptions. Oui, en effet. Prenons par exemple la 11e circonscription. Elle accueillera 16 bureaux de vote. La répartition est la suivante. 5 bureaux de vote à Elancourt, 3 à Bois d'Arcy et à Saint-Cyr-l'École, 2 à Fontenay-le-Fleury et seulement une à Trappes, la Verrière et au Ménil-Saint-Denis. Je vous laisse écouter Bernard Desban, délégué à l'organisation de la primaire dans la 11e circonscription. Si je pense à Trappes et la Verrière, qui se votent plutôt plus à gauche qu'une commune comme Elancourt ou Fontenay ou Bois d'Arcy, par exemple. Mais si je prends le Ménil, c'est tout simplement lié à la taille de la commune. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la primaire, n'hésitez pas à vous rendre sur le site primaire2016.org ou contacter le 0821 20 2016. Merci. Haussmann, et du côté du soutien des politiques en coulisses, les rangs qui se resserrent autour de chacun des candidats. Carl Olive, le maire de Poissy, conseiller départemental, vient ainsi de publier une tribune en faveur d'Alain Juppé, une tribune co-signée par 83 élus du département, parmi lesquels le député maire de Versailles, François de Mazières. Une tribune qui se conclut ainsi: Alain Juppé a besoin d'une victoire franche qui fera taire les partisans de la division. Ce soir se déroulera également le dernier débat entre les candidats. L'ambiance devrait être particulièrement électrique entre les candidats, mais aussi avec les journalistes présents. Hier soir, Jean-Frédéric Poisson n'a pas manqué de faire part de son agacement. Il déplore les thématiques abordées et le traitement qui lui est réservé. Écoutez, c'était sur le plateau de nos confrères de France 3 hier soir donc. Demain soir, dernier débat. Dans quel état d'esprit vous l'abordez ? Monsieur, je vais déroger à une des règles que je me suis fixées jusqu'ici dans mes relations avec la presse. Je ne vais pas répondre à vos questions. Et pourquoi ? Parce que le traitement qui m'a été infligé depuis le début de la campagne par France 2 et France 3 est indigne. Parce que vous avez reçu sur ces 2 chaînes de télévision pendant des durées très longues mes concurrents. Mais vous savez qu'on vous invite ce soir. Jusqu'ici. Parce que vous savez qu'on peut aussi arrêter l'interview ici. Que jusqu'ici. Oui, bah, si vous ne répondez pas aux questions. Donc écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire. C'est vous qui avez dit que vous ne vouliez pas répondre aux questions. Je quitte ce plateau, monsieur. Je vous remercie de votre invitation. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup. Le ton est donc donné pour ce dernier débat prévu jeudi soir et diffusé, notamment sur France Télévisions. Politique toujours et les réactions à la candidature d'Emmanuel Macron à présent. Les ténors de notre département, de notre région n'ont pas manqué de commenter l'annonce faite par l'ancien ministre de François Hollande. Écoutez tout d'abord Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, puis Benoît Hamon, député socialiste et lui-même candidat à la primaire de la gauche. Oh, vous savez, Emmanuel Macron, pour nous, c'est l'avatar de François Hollande. Hein. C'est le co-auteur du projet économique de François Hollande, le co-responsable du matraquage fiscal, et c'est l'auteur de réformes minuscules sur les magasins le dimanche et les autocars. Donc, pour l'instant, Emmanuel Macron, pour nous, c'est vraiment la gauche. Quand on se dit hors système, il y a des tests assez faciles à faire. Emmanuel Macron, il a une campagne apparemment très riche, lié à des dons nombreux. Mais moi, je lui propose de répondre à la question suivante. Si tu es hors système, acceptes-tu de rendre public et transparent les donateurs à ta campagne ? Le syndicat CFE-CGC a organisé ce jeudi 17 novembre un colloque sur le burn-out, cette maladie professionnelle d'épuisement au travail qui touche une partie importante de la population, mais partiellement reconnue par le Code du travail. Nicolas Dandry. Une collègue m'a fait remarquer que j'avais des tics et des tremblements nerveux en parlant, alors que jusqu'à présent, j'étais quelqu'un de calme et que ça n'était jamais arrivé. Fatigue importante, perte de connaissance, difficulté pour parler, voilà des symptômes physiques et psychologiques dans une situation de burn-out. J'ai rencontré un cas d'une salariée qui a dû réapprendre à lire, à écrire,
tellement ces neurones avaient été détruits par la cortisol, qui est un produit qui est généré par le stress et qui détruit les neurones. Dans les Yvelines, le phénomène est en nette augmentation. Ce sont les chiffres qui ont été avancés par une des intervenantes de la maison Souffrance au Travail qui est installée à Poissy. La première année de création, en 2013, ils ont eu 800 personnes. Deuxième année, 3000 personnes sont venues les voir. Et la troisième année, 11 000 personnes sont venues les voir. À 54 ans, Danielle Lemeunier travaille dans une multinationale. Après une restructuration, elle est contrainte d'occuper le poste de chargée de voyage. Problème, elle n'avait pas les compétences pour cet emploi et a subi une surcharge de travail. Je m'étais dit, tant pis, parce que j'ai pas le choix. Moi, l'entreprise, je l'aime et j'ai envie de donner encore et de prouver que je peux faire encore autre chose de nouveau et ça l'a pas fait. Parce que j'avais perdu le sommeil, parce que j'avais perdu l'appétit, parce que j'avais perdu confiance en moi, confiance en l'entreprise aussi certainement. Le burn-out est arrivé parce qu'il y avait cette surcharge de travail, quoi. Danielle a été arrêtée en mai 2014. Mon système nerveux a été impacté et abîmé. J'ai un traitement lourd et je sais que je ne vais pas retrouver ma santé, je le sais. Mais je chante, ça c'est important pour moi, c'est ma thérapie, c'est mieux qu'un médicament. Engagement important dans son emploi, difficultés économiques de l'entreprise et le travail à la maison, les causes du burn-out sont multiples. Ce sujet pourrait émerger dans les débats politiques. Comme chaque année, le département des Yvelines se prépare pour réagir à d'éventuelles intempéries cet hiver. En cas de neige ou de verglas, et sableuses vont donc intervenir pour déblayer les routes du département. Explication avec Anne-Laure Languille sur des images d'Yvelines Première. Le commentaire de Mickaël Elmidoro. Voilà le sel et le véhicule de déneigement. Du 14 novembre au 13 mars 2017, le département mobilise des effectifs supplémentaires pour assurer aux usagers des conditions de circulation fluides. On renforce l'astreinte, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir 37 agents qui sont d'astreinte 24 heures sur 24 pour éventuellement intervenir sur les routes des Yvelines en cas de phénomène qui pourrait être potentiellement glissant. Stockés dans différents entrepôts, ce sont au total 3850 tonnes de sel qui sont accessibles aux agents. Des montagnes prêtes à être dispersées pour éviter tout accident de la route. Les interventions restent cependant rares. Si je prends l'exemple de l'an dernier, il est sorti, je crois, 144 fois et c'était 5 fois seulement en curatif. Donc ça veut dire que ça plus de 135 fois en préventif. Le bon état des 1400 km de routes départementales ne dépend pas seulement de la réactivité des agents publics, mais aussi du bon sens des usagers. Soyons vigilants et ayons les bons réflexes. Si on me dit que les conditions risquent d'être mauvaises, eh bien je me renseigne bien avant de tenter quoi que ce soit. Parce que si vous vous retrouvez sur une route dans laquelle vous ne pouvez plus circuler parce que les conditions sont impraticables, eh bien vous créez des désordres, vous créez des embouteillages, voire des accrochages, et surtout, les saleuses ne peuvent plus passer. Pour éviter les embouteillages, veillez donc à ne pas vous engager sur les routes si les chutes de neige sont trop importantes et à ne pas gêner l'action des sableuses. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La rédaction vous donne rendez-vous demain vendredi à partir de 18h pour le 7-8 hebdo. Nicolas Kirillovitz qui recevra Guy Malandin, le maire socialiste de Trappes. Très bonne soirée.